Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble l'arrivée de la monnaie au Japon. Parce que c'est quelque chose qui a assez révolutionné le pays, qui a redéfini un peu les règles de la société japonaise de l'époque. Et surtout c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard et d'une façon un peu compliquée. Aujourd'hui on plonge ensemble dans l'histoire de l'arrivée de la monnaie au Japon. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Avant la monnaie. Avant l'arrivée de la première pièce japonaise, le Japon vivait dans un monde très différent. Un monde où les choses ne se mesuraient pas avec l'écriture sur du métal d'une valeur, mais au poids d'un sac de riz. À cette époque, l'économie, elle reposait pas sur l'argent, elle reposait sur la confiance entre les hommes, la réputation et l'équilibre entre tous. Mais surtout, c'était un système qui fonctionnait donc sur le troc. C'était la valeur d'une chose contre celle d'une autre. C'est un système qui paraît très simple, comme ça vu de loin, mais si on s'y penche un peu plus, c'est quelque chose de très complexe. Dans les campagnes, il y avait vraiment tout qui tournait autour du riz, c'était bien plus qu'une nourriture, c'était la mesure réelle de toute chose. Un sac de riz pouvait valoir des outils, des vêtements ou même des services. Les artisans par exemple, ils changeaient souvent leur poterie contre du tissu, contre du poisson séché ou du sel. Et là, il y a une question qui peut se poser parce que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, les impôts. Comment on faisait pour les impôts? Bah là encore, pas d'argent, les paysans livraient leur tribu en nature, avec du riz, de la soie ou des produits agricoles directement au seigneur local. Mais ce système, il a ses limites, parce que certes, il était très stable, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous produisez des légumes, par exemple, et que vous voulez du poisson, ça veut dire que vous avez deux solutions. Soit vous avez de la chance et vous trouvez un pêcheur qui a besoin de légumes, soit vous avez pas de chance et vous trouvez un pêcheur qui a besoin de sel ou de riz. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez trouver quelqu'un qui veut du sel ou du riz contre des légumes pour ensuite retourner voir le pêcheur pour avoir votre poisson. Donc c'est un échange qui en fait peut parfois durer des jours. Et c'est là qu'on voit une limite, c'est que quand tout le monde a tout ce qu'il faut, ça se passe très bien. Mais dès qu'il faut aller chercher des intermédiaires, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est très contraignant. Le troc était vraiment profondément enraciné dans la culture japonaise, mais il répondait plus vraiment aux besoins d'un archipel qui se développait très vite. Et les échanges se multipliaient, les routes commerciales commençaient à relier tous les villages, et le pouvoir impérial cherchait une uniformisation du territoire. Et c'est là qu'apparaissent ce qu'on va appeler des proto-monnaies. C'est bien avant que les pièces traditionnelles arrivent, le Japon utilisait déjà certains objets comme substituts de monnaie. Certains coquillages noirs, appelés les kaei, étaient prisés pour leur beauté et leur rareté. Et dans certaines régions, on utilisait aussi des lingots de bronze ou d'or, ou encore parfois des rouleaux de soie fine pour régler les échanges plus importants. Mais le problème, c'est que rien n'était standardisé. La valeur d'un coquillage pouvait varier d'un village à un autre en fonction de l'appréciation de chacun. Et celle d'un lingot dépendait du jugement ou de la cupidité, surtout, de celui qui le recevait. C'est un peu comme si aujourd'hui, au lieu d'avoir des billets, on échangeait des objets de valeur, des choses un peu rares. Donc c'est, vous essayez de payer un café avec un coquillage, et on espère que le serveur trouve ça à peu près équitable. Mais ce flou monétaire, il vient poser un problème, c'est que dès qu'on veut faire des plus gros échanges, on se heurte à un mur. Et le Japon, qui est en train de s'ouvrir au reste du continent, commence à voir ses limites. Et la Chine rentre en jeu pour les aider un peu là-dedans, et littéralement transformer en profondeur l'économie japonaise. Chapitre 2. L'arrivée de la première monnaie. En l'an 708, le Japon rentre dans une nouvelle ère et l'impératrice Geimei, qui est une impératrice au caractère très fort et surtout visionnaire, va prendre une décision très radicale pour le Japon et va faire frapper la première pièce de monnaie japonaise. Son nom, c'était le Wado Kaichin. Une petite pièce en cuivre ronde avec un trou carré au milieu, symbole d'une idée certes très simple, mais assez révolutionnaire pour cette époque-là, pour le Japon, parce que c'est donner une valeur commune à tout un peuple. Mais pour comprendre pourquoi cette décision a été prise, il faut regarder vers l'horizon, parce que le Japon, au 8e siècle, ne vivait pas du tout dans un vase clos. Il observait, très attentif, et la grande civilisation qui régnait sur le continent asiatique à ce moment-là, c'était la Chine des Tang. Et quand je dis grande, c'est vraiment peu dire, parce qu'à cette époque-là, les Tang, c'est la puissance de l'Asie, le cœur battant du continent. Les routes commerciales, l'art, l'administration, la monnaie, ils ont tout qui est d'une avancée incroyable comparé au reste du continent. Et l'élite japonaise commence à voir en ça un peu un modèle d'idéal. Depuis le 6e siècle, les kentoshi, les missions diplomatiques japonaises, se multiplient pour pouvoir aller observer, apprendre et surtout ramener des informations de Chine. L'impératrice Geimei a vite compris quelque chose de fondamental. Pour unifier son royaume, fallait plus qu'un trône et une armée, fallait une économie centralisée, un symbole commun de richesse et d'autorité. Et c'est pour ça qu'une monnaie impériale, frappée du sceau de l'État, était nécessaire. Le Wado Kaichin, littéralement nouvelle ouverture et prospérité, n'était pas non plus qu'un outil économique, c'était une déclaration politique. Son nom faisait référence à la mine de cuivre de Wado, qui avait été récemment découverte dans la région de Chichibu,
C'est l'actuel Saitama, pour vous situer. Sa découverte, elle a été perçue comme un signe divin, une bénédiction des kami eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, mais à cette époque-là, les Japonais voient dans les richesses du sol un signe un peu divin. Trouver du cuivre, c'est un peu comme trouver un lien entre la terre et le pouvoir. Le gouvernement impérial lance une production massive de pièces, la cour encourage la population à les utiliser dans leur quotidien, dans leurs échanges de tous les jours, mais dans la réalité, c'est vraiment pas le cas. Mais le truc, c'est que les Japonais étaient vraiment habitués à la valeur concrète du riz. Et à cause de ça, ils sont restés très méfiants d'une pièce en cuivre qui ne peut pas se manger, qui ne peut pas se planter, qui ne nourrit pas une famille. Et ça a fait que pour beaucoup, cette monnaie impériale semblait presque artificielle, et le peuple a donc tout simplement continué le troc, préférant l'ancien système à ce qu'il voyait comme une invention des élites. Mais peu importe les résistances, le Waido Kaichin est entré dans la société japonaise et ça marque un point de non-retour, parce qu'à partir de là, dans l'esprit des Japonais, la monnaie, la valeur, peut être symbolique. Elle peut se transporter, elle peut se compter, elle peut se transmettre, et pas seulement se faire pousser dans le sol. C'est le début d'une longue transformation pour la société japonaise, de nouvelles classes vont apparaître, le pouvoir est redistribué, et surtout la hiérarchie mise en place va être basculée. Chapitre 3. Transformation sociale et économique. L'introduction de la monnaie au Japon, ça n'avait pas été un changement soudain, ça a été une révolution silencieuse, quelque chose qui a, d'une manière, changé la façon dont les Japonais voyaient la valeur, la richesse et même le pouvoir. Le Waido Kaichin et tous ses descendants monétaires, d'ailleurs, ont commencé à circuler petit à petit dans l'archipel jusqu'à s'imposer et redéfinir ce qu'était le commerce. Grâce à la monnaie standardisée, les échanges se limitent plus au petit village dans lequel vous habitez, mais sont interrégionaux, les routes commerciales commencent à apparaître, et surtout, on arrête de produire pour survivre. On produit pour vendre. Les premières grandes villes comme Heian-kyo, qui est aujourd'hui Kyoto, ou Nara, deviennent des véritables centres économiques. On y trouvait des temples, des échoppes, des auberges, des entrepôts remplis de soie ou de riz. Les marchés étaient bruyants, colorés, vivants. Des senteurs de thé, de poissons grillés et de bois humides flottaient dans l'air en permanence. Et cette effervescence fait naître une nouvelle catégorie sociale, les marchands. Ils seront longtemps considérés comme secondaires face aux nobles ou aux guerriers, mais peu à peu, ils vont commencer à accumuler des richesses qui sont quand même considérables, et avec la richesse, vient l'influence et le pouvoir. Le rapport de force sociale commence à se fissurer, parce que ça devient limite impensable pour une société féodale qu'un marchand puisse devenir plus riche qu'un noble. Mais c'est pas le seul problème, parce qu'avec toute lumière que va emmener la monnaie, il y a une part d'ombre, et croyez-moi que le déséquilibre et les tensions vont être grandes. D'abord l'inflation, parce qu'au fil du temps, les autorités ont produit de plus en plus de pièces, souvent en qualité inférieure pour pouvoir en faire plus. Certaines étaient si légères ou si mal fondues qu'elles perdaient rapidement de la valeur, et résultat, la confiance s'érode, les prix grimpent, et beaucoup de gens préfèrent revenir au troc. Parce que oui, on revient toujours aux bases, quand la monnaie vaut plus rien, ce qui compte vraiment, c'est ce qui est utile. Le riz, le bois, la terre. Ce qui est fondamental, autrement dit. Mais ensuite, on va avoir les inégalités sociales qui vont rentrer en jeu. Les riches marchands et fonctionnaires qui peuvent décider du prix des choses, le monter, le baisser à leur guise, alors que les paysans, eux, sont prisonniers des impôts qu'ils doivent payer en nature, en riz, en terre, même des fois, et ils sont endettés plus que jamais. Et on peut se poser une question intéressante avec tout ça, c'est que, est-ce que la monnaie a fait progresser le Japon ? Ou est-ce qu'elle a juste remplacé un type de dépendance et de problème par un autre ? Mais on va aussi trouver un autre problème, c'est la dépendance étrangère, parce que les pièces chinoises, plus stables, mieux fabriquées, deviennent si prisées que le Japon se met à les importer massivement, et pendant des siècles, les échanges en interne se basent sur une monnaie étrangère. C'est quand même assez ironique d'un point de vue historique de vouloir s'émanciper par la monnaie, tout en finissant dépendant de celle d'un autre. Mais malgré bon gré de tout ça, la transformation est irréversible. La monnaie a ouvert une porte qui pourra plus jamais être refermée, et qui a transformé la mécanique même de la société japonaise. Les villes se sont développées, les échanges se sont accélérés, et l'idée même de richesse commence à se détacher du sol et de la terre pour s'attacher à la circulation du cuivre et du fer. Et c'est peut-être à ce moment-là de l'histoire d'ailleurs que le Japon s'est transformé d'un pays agricole à un pays marchand, un pays plus connecté, plus commerçant. Chapitre 4. L'héritage et le Japon moderne. L'introduction du Waido Kaichin, ça a été vraiment la première pierre d'un édifice très complexe qui a mis des années à se construire et à se stabiliser. Par contre, l'héritage de cette première monnaie, de cette première petite pièce de cuivre,
C'est jamais effacé, il est encore présent aujourd'hui parce que le Japon lui-même s'est construit autour de ça. C'est un pays qui prend des influences étrangères et qui les refaçonne d'une façon purement japonaise. Bien des siècles après Geimei, le Japon retrouve à un moment de son histoire une période d'unification totale sous le shogunat Tokugawa, dont on a déjà parlé, je vous mets la vidéo juste ici. Et cette période va être significative pour le système monétaire japonais parce qu'il va se perfectionner comme jamais auparavant. Le Bakufu, le gouvernement du shogun, met en place un système de tripartite vraiment ingénieux, des pièces d'or pour les transactions de grande valeur, des pièces d'argent pour les commerces régionaux, et le cuivre pour la vie quotidienne de tous les jours. Chaque métal, son rôle. Comme ça, c'est une mécanique qui est bien huilée, qui fonctionne très bien, et ce système accompagne le Japon pendant plus de 2 siècles. Mais il se limitait pas à l'économie, il reflétait aussi sur la structure sociale du pays, l'or réservé à l'élite, l'argent au commerce prospère, et le cuivre au peuple. Même la monnaie hiérarchisait le pays. Mais avec l'ouverture forcée du pays au milieu du XVIIIe siècle, quand les navires noirs, les Kurofune du commodore Matthew Perry, dont on a déjà beaucoup parlé, apparaissent dans la baie d'Edo, cet équilibre est soudainement bouleversé, et le Japon découvre le choc du commerce mondial, et face à la puissance économique occidentale, il comprend une chose essentielle, pour survivre, il faut moderniser. En 1871, quelques années après la restauration Meiji, le Japon introduit une nouvelle monnaie, celle qu'on connaît tous aujourd'hui, le yen. Une monnaie ronde, encore une fois, mais cette fois alignée sur des standards occidentaux, fini les valeurs symboliques locales, désormais chaque yen vaut quelque chose de précis, défini et rationnel. Le yen, ça devient bien plus qu'une simple monnaie, qu'un simple outil d'échange, ça devient le symbole de la modernité, de la stabilité, de l'indépendance du Japon, qui se tourne vers le monde, qui se tourne vers le commerce international, en récupérant des systèmes économiques occidentaux, mais tout en gardant une âme profondément japonaise. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que, en fait, en quelques générations, vraiment en peu de temps, on est passé d'un système de troc agricole à une industrialisation en plein essor. Le Japon a littéralement pris des siècles entiers de progrès et de perfectionnement de l'économie et a tout condensé en un seul siècle. L'État met en place la Banque du Japon en 1882 pour centraliser la production de monnaie et contrôler la circulation du yen comme jamais auparavant. Et en quelques décennies, le Japon passe d'un pays féodal à une puissance économique émergente. Mais au-delà de l'économie, la monnaie a laissé une empreinte culturelle profonde. Dans les temples, par exemple, on dépose encore des pièces de 5 yens, le goen, considérées comme porte-bonheur en priant pour la réussite, l'amour ou la santé. Dans les festivals, les enfants glissent leurs premiers yens dans les stands et découvrent à leur tour le pouvoir de la valeur. Ça reste beau quand on y pense parce que le Japon a gardé cette spiritualité même dans l'argent actuel. Parce que, si vous ne saviez pas, dans les temples, vous pouvez faire des dons au temple, pas seulement en mettant le goyen à l'entrée, mais bien en scannant un QR code et en faisant un virement bancaire. Je vous jure, c'est vrai. Donc en fait, depuis l'époque des pièces en cuivre sacrées de la mine du Wado, le Japon a prouvé qu'ils peuvent évoluer sans jamais trahir leur essence. Mais l'argent, au Japon, ça a toujours été lié au pouvoir. Les empereurs du passé, les shoguns de l'ère d'Edo, ou même tout simplement la partie industrielle de l'ère Meiji. Tous ceux qui avaient l'argent avaient le contrôle du pays. Mais quelque part, le Wado Kaichin, qui a été frappé il y a déjà plus de 1300 ans, est quelque peu présent dans chacun des échanges que vous ferez quand vous irez au Japon avec des billets d'yen, des pièces. C'est un rappel que tout a une origine et que chaque action que vous allez faire avec votre argent va définir ce que vous êtes et qui vous êtes. En tout cas, d'après la spiritualité japonaise. Sur ce, moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si celle-là vous a plu. Ciao tout le monde.